Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Comment traiter la cuisine et la gastronomie quand on est journaliste au sein du plus grand média national? C'est l'une des nombreuses questions à laquelle répond mon invité du jour, Elvire von Bardeleben. Passionnée depuis toujours de musique, de mode et de food, Elvire a commencé comme pigiste dans la presse musicale avant de devenir l'une des plumes de Libération, puis du Monde. Juste avant la pandémie, elle a consacré un livre au chef star Cyril Lignac, retraçant son parcours incroyable à l'aune des mutations du monde de la gastronomie. Quels sont les enjeux d'un journaliste food aujourd'hui? Comment donner plus de visibilité aux femmes? Peut-on à la fois observer cet écosystème tout en gardant ses distances? Avec une grande franchise, Elvire partage ses engagements, ses clés de décryptage et apporte un éclairage passionnant sur ce milieu dont elle a analysé tous les bouleversements majeurs des 10 dernières années. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre appli préférée. Vous êtes prêts à passer à table? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait d'Elvire von Bardeleben dans Girls in Food. Bonjour Elvire von Bardeleben. Bonjour Adeline. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de Girls in Food? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Elvire von Bardeleben. Tu l'as très bien prononcé d'ailleurs, je te félicite. Je suis journaliste au Monde depuis 5 ans. Je m'occupe de la gastronomie là-bas et aussi de la mode. Si on revient un petit peu en arrière, dans ton enfance, est-ce que la cuisine c'était quelque chose d'important dans ta famille? Oui, mais alors pas forcément comme on pourrait s'y attendre. C'était important parce que ma mère mangeait très peu. Elle avait du mal à manger. Elle avait un peu des troubles alimentaires, mais donc du coup c'était une forme de cristallisation autour de la nourriture. Ouais. Je la surveillais beaucoup. Je la forçais à finir son assiette, donc c'était pas le plus gai, mais c'était, Non. on va dire, central. Et par ailleurs, mes parents sont nés dans les années 40, après la guerre, et je pense que comme beaucoup de gens de cette génération, ils avaient un rapport à la nourriture qui était surtout utilitaire, qui était surtout d'acheter des produits au supermarché qui étaient déjà préparés, que ça aille vite. Et je crois que je fais partie des enfants qui ont mangé le plus de poissons panés et de pommes noisettes. On peut monter un club. Voilà, avec beaucoup de ketchup parce que le ketchup ça va avec tout. Et est-ce que tu te souviens d'un plat du dimanche ou d'un plat de fête qui aurait marqué justement ton enfance? Ouais, et je pense qu'ils sont assez emblématiques de la culture gastronomique que j'avais un peu dans mon enfance. Mon père, qui est allemand, faisait ce qu'il appelle un Nudelauflauf, c'est-à-dire un gratin de pâte en fait, et où il y avait donc des macaronis, du ketchup, du jambon, de la crème fraîche et de l'emmental râpé. Et tout ça passait 1 heure au four, et ça reste un plat de fête. Et alors, je peux pas dire qu'il soit d'une grande subtilité gastronomique, et clairement les meilleurs morceaux sont ceux où il y a le plus de ketchup. Je mange plus jamais de ketchup dans ma vie, mais aujourd'hui ça reste un plat que j'aime, et il se trouve que j'ai des enfants, et quand ils savent qu'on va manger le Nudelauflauf, ils sont vraiment très très réjouis. C'est fait. C'est fait. Et comment tu te projetais dans l'avenir quand tu étais enfant? Est-ce que tu avais un métier qui te faisait rêver? Est-ce que tu te disais déjà, quand je serai grande, je serai journaliste? Je me posais pas énormément de questions, je crois. Je savais que j'aimais la littérature, les lettres. C'était vraiment ce que je préférais, lire des livres. Et c'est plus tard, en fait, j'ai fait des études hippocampales, donc de lettres, qui étaient assez dans la continuité de ce que j'aimais, mais je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais pas l'intention de devenir prof. Ma mère était professeure et elle adorait son métier, mais je voyais bien que c'était pas pour moi. Et donc, à ce moment-là, j'ai essayé de me poser de manière assez rationnelle et de me dire, bon, qu'est-ce que t'aimes dans la vie et quel métier pourrait correspondre? Et finalement, il y avait donc la littérature, et j'aimais la musique, la gastronomie, la mode, et je me suis dit, la seule voie que je voyais pouvant lier toutes ces différentes activités qui n'avaient pas forcément grand-chose à voir, c'était le journalisme. Donc je me suis tournée vers là, et clairement les domaines que je traite aujourd'hui sont les raisons pour lesquelles je fais du journalisme. C'était pas un appel du journaliste, c'était plutôt que j'aimais ces disciplines-là, et écrire et lire, et ça me semblait donc logique de faire ça.
Et t'as jamais pensé, par exemple... Bon, déjà, une remarque, c'est que t'avais des passions bien définies, finalement assez jeunes, puisque au sortir de l'adolescence. Et t'as jamais pensé à travailler dans un de ces domaines. Ça peut être la restauration, ça pourrait être la mode, directement, je veux dire. Oui, je comprends. Si. À un moment, j'avais fait des études en plus assez. J'étais au lycée Louis-le-Grand, donc c'était assez contraignant. Après, j'avais fait Hippocanicane, c'était aussi des moments. C'est challengeant, oui. Ouais, où il fallait beaucoup travailler. Donc, il y a eu un moment, je suis partie en Erasmus à Berlin, qui était clairement une année un peu de fête et de détente par rapport aux années précédentes. Et je m'étais dit. Je vais aller faire un stage dans la mode, ce que j'ai fait l'année d'après en parallèle de mon master 1 de franco-allemand. Je m'étais dit, allez, je vais travailler dans un bureau de presse dans la mode, c'est très bien, j'irai à des défilés, je veux gagner ma vie. Enfin, j'ai eu une envie d'autonomie et d'indépendance, mais là, c'est ma mère qui m'a rattrapée en me disant non, tu finis tes études et quand tout sera fini, si tu veux te destiner à ce métier-là, tu verras. Mais il se trouve qu'après, j'ai fait un master de journaliste franco-allemand et j'ai quand même perçu que dans le journalisme, il y avait tout ce que j'aimais. Et que ce serait dommage de se limiter. Ouais, et de fermer certaines portes alors que tu pouvais tout faire, finalement. Voilà. Donc tu finis tes études. Comment ça se passe quand on veut devenir journaliste ? Est-ce que tu peux raconter un peu aux auditeurs ? Je suppose qu'il faut faire des stages. On sait, on a l'impression que c'est un métier où voilà, ça peut être assez précaire, ça peut être difficile de faire son trou. Toi, comment est-ce que tu as fait ? Parce qu'aujourd'hui, tu travailles pour le média peut-être le plus prestigieux de France. Donc, comment est-ce qu'on en arrive là ? Ça n'a pas forcément été simple, effectivement. Il se trouve qu'en plus, moi, donc j'ai fait un master 2 de journaliste franco-allemand, mais qui était très succinct. Ça a duré, il devait y avoir 4 mois de formation à la fac. Sachant qu'en plus, la fac, il y avait des gros problèmes de chauffage, donc il n'y avait pas beaucoup de cours déjà à ce moment-là. Et qu'après, il y avait du stage. Et donc finalement, j'ai eu que quelques mois pour me former au journalisme, qui était somme toute très peu. Et je suis arrivée sur le marché du travail le jour de la crise des Lehman Brothers en 2008. Ouais. Donc j'ai quand même senti un peu le vent du boulet. J'ai senti qu'à la fois, ma formation était pas si complète que ça, et qu'en plus, les éléments n'allaient pas dans mon sens. Donc le début a été un peu difficile. J'avais eu la chance de faire des stages dans un magazine de musique qui s'appelait Magique, qui n'existe plus tellement aujourd'hui dans sa forme actuelle, et à Libé, parce que je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui m'a... Et puis c'était le mois d'août, honnêtement, ils avaient, je crois aussi personne, pas de stagiaire à ce moment-là, donc ça tombait bien, j'avais eu cette chance-là. Et les premières années ont été dures. J'ai fait quelques piges pour Libé, avec qui j'avais gardé contact. Mais c'était, ça me faisait gagner 200 € par mois, et encore ça, c'était les bons mois. Et puis par ailleurs, j'étais vendeuse, parce que je me disais qu'il fallait quand même bien gagner ma vie. Donc je vendais dans la mode, dans le luxe, des sacs au printemps, au boulevard Haussmann, pour avoir quand même une forme de stabilité, de stabilité, parce que c'était très très déprimant d'attendre. Les premiers mois, j'ai attendu, j'ai essayé de trouver des idées de sujets, de les proposer, de les pitcher, mais clairement, en fait, je connaissais personne, je savais pas comment faire. Ça reste quand même beaucoup un métier où quand on te connaît, on te laisse ta chance, mais si on te connaît pas et que t'envoies un mail, les gens te répondent non, on a déjà des pigistes, on va pas forcément faire appel à quelqu'un qu'on connaît pas. Et en plus, souvent mes sujets, je me rends compte maintenant, étaient très mal pitchés. Je me rappelle d'une fois, j'avais montré à maintenant la personne qui est mon mari, un pitch, je crois, de sujet que j'avais fait, ou une lettre de motivation, je sais plus, mais je voulais lui montrer un texte que j'estimais être vraiment un texte convaincant pour proposer un sujet. Et il avait rigolé en me disant, mais c'est du Dickens, c'est pas du tout un pitch, t'es à côté de la plaque, c'est pas un roman qu'on veut, c'est pas ça. Donc tout ça pour dire, ça a été long et un peu difficile, mais en faisant des piges au fur et à mesure des années, j'ai un peu plus compris comment ça marchait. Et j'ai aussi un peu diversifié, j'ai réussi à proposer des piges à Gradia, et c'était bien de faire du féminin aussi, parce que entre Libé et un féminin, on apprend quand même pas mal de choses, le spectre est large. Oui, c'est ça, et puis c'est pas le même traitement, enfin même si on y reviendra, mais c'est ok. Donc ça, c'était bien, et puis un jour, faut quand même le dire, la personne qui s'occupait de Next, qui était le magazine de Libé à l'époque, m'a appelé, m'a laissé sa chance. Elle s'appelait Françoise Marie Santucci, et m'a appelé pour me proposer un CDD. Parce que je pense qu'elle essayait de trouver des gens jeunes, qui étaient très motivés, qui coûteraient aussi pas très cher au journal dans les faits. Ça, je pense que ça pouvait être un argument pour les recruter à l'époque. Et j'ai eu cette chance donc d'être prise en CDD, qui s'est transformée aussi en CDI. Là, je pense qu'il y a aussi une part de chance dans le fait qu'à un moment, un journal accepte de faire un CDD puis un CDI, alors que finalement la situation est globalement assez précaire.
Mais j'ai aussi me suis beaucoup investi, je le sais, je le vois, et je pense que même si ma formation journalistique était un peu courte, tout ce que j'avais fait avant dans les années de lycée, d'Hippocagne et Cagne m'ont beaucoup servi, en tout cas pour la structure des papiers. Ouais, C'était plus finalement la manière de les présenter qui me manquait et de comprendre ce que chaque journal veut, mais ça finalement il n'y a qu'en étant dans les journaux en eux-mêmes qu'on comprend vraiment la subtilité de quel type de papier va à quelle rubrique. Bien sûr. Et rétrospectivement, est-ce que tu dirais que ton expérience de vendeuse, donc tu vendais des sacs, donc je suppose des sacs de luxe dans ces magasins-là, est-ce que aujourd'hui que tu écris sur la mode, ça t'est utile d'avoir eu ce regard-là? Je pense que c'est toujours utile d'être de tous les côtés, un peu enfin, en tout cas, toutes les facettes d'un business. Et en plus, c'est vrai que la mode a quand même tendance un peu à jeter des paillettes aux yeux, à montrer les défilés splendides, à organiser des voyages exceptionnels, etc. Donc je regrette pas d'avoir vu aussi la partie plus terre-à-terre d'ouvrir des cartons des samedis et des dimanches avant Noël, je pense que c'est important, mais je dois dire aussi que la raison pour laquelle je continue tant que possible d'avoir plusieurs domaines que je traite, donc la gastronomie, la mode et aussi entre parenthèses la littérature jeunesse, parce que j'ai des enfants et que ça m'intéresse et que c'est un domaine dans le monde exploité. Du week-end. Oui, exactement. C'est aussi parce que je trouve que c'est une bonne manière de garder les pieds sur terre et de pas partir trop loin dans... J'aime beaucoup être spécialiste, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et j'aimerais pas... Il n'y a pas vraiment d'autres domaines que j'aimerais couvrir que ceux que je fais actuellement, enfin en tout cas pas aujourd'hui. Et en même temps, je trouve ça bien de pouvoir en sortir à chaque fois et d'y revenir et de pas être complètement enfermé avec des habitudes et d'oublier finalement ce que c'est qu'un lecteur qui connaît pas forcément ce milieu, les centres d'intérêt des gens à qui on parle, et voilà. Et justement, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des passerelles entre la mode et la gastronomie ? Parce que toi, tu écris sur les deux sujets. Il y en a de plus en plus, à mon avis, dans le sens où c'est vrai que quand on parle de mode, souvent on parle d'excellence. Et donc, qui dit excellence, dit aussi le luxe. Et on est souvent amené à parler des grands groupes, LVMH, Kering, etc. Et LVMH, par exemple, me semble bien symboliser le rapprochement qu'il y a aujourd'hui entre la mode et la gastronomie, puisque c'est un groupe qui a à la fois fait beaucoup de mode, Louis Vuitton, Dior, etc. Et en même temps qui développe beaucoup son offre hospitality, donc de restaurants, d'hôtels, quelque part, on voit Cheval Blanc là au milieu de Paris, à la Samaritaine, qui en a un très bon exemple. Et donc oui, on sent que ça se rapproche, et même dans les bureaux de presse, c'est intéressant. Carla Otto, qui était un bureau de presse uniquement mode, a développé aussi une offre tournée vers la gastronomie, et eux-mêmes, ils le font aussi parce que s'ils organisent un défilé, ils sont contents d'avoir un resto où ils peuvent organiser un dîner après. Enfin, bien sûr. On sent que les passerelles se créent, et je pense que beaucoup d'acteurs de ces mondes-là aujourd'hui se rendent compte de l'intérêt qu'il y a à parler avec l'autre secteur. Et d'ailleurs, on se rend compte aussi que la manière dont sont perçus les chefs aujourd'hui, il y a un parallèle assez significatif avec les créateurs de mode. Ils sont un petit peu starifiés. Oui, tout à fait. C'est pas, disons que le niveau un peu de luxe et de succès qu'il y a dans la mode n'est pas encore celui de la gastronomie. Il y a quand même quelque chose, je pense, peut-être de plus terre à terre dans la gastronomie. Exactement. Mais je suis bien d'accord avec toi sur le fait que ça se rapproche. Donc toi, tu as travaillé à Libération pendant 5 ans. C'est ça. Tu nous as dit que tu écrivais sur différents sujets. Aujourd'hui, tu es au Monde. Est-ce que le média pour lequel on travaille a une influence sur la manière dont on écrit ? Est-ce que c'est pareil d'écrire pour, tu l'as dit par exemple, Grazia, pour Libé, pour Le Monde ? Qu'est-ce que ça change pour toi ? Avec le temps, je me rends compte quand même ce qui fait qu'on est un journaliste plutôt intéressant, c'est qu'on a une manière d'écrire qui est à soi et qu'elle se distingue des autres, et donc a priori on est capable de la transporter un peu dans chaque média. Mais après, c'est vrai qu'on s'adapte aussi différemment. Après, les magazines changent aussi, parce que Grazia n'existe plus vraiment aujourd'hui, en tout cas pas dans la forme telle que je l'ai connue, mais oui, il y a une part d'adaptation, mais je pense quand même que ce qui est important, parce que les centres d'intérêt des lecteurs ne sont pas les mêmes. Un lecteur du Monde, si je lui parle de mode ou de gastronomie, je me dis que c'est pas forcément sa tasse de thé, c'est pas la raison pour laquelle il va acheter Le Monde. Ouais. Donc je vais essayer, je vais pas tout rendre politique ou économique, de toute façon ça n'aurait pas de sens, mais je vais essayer de trouver peut-être le dénominateur commun qui fait que un sujet comme ça, lifestyle, peut l'intéresser, peut le concerner et peut être parlant pour lui, alors que c'est pas sa motivation d'achat du Monde. Oui, on réfléchit toujours un peu à son lecteur, mais je pense que ce qui est important quand même, c'est de savoir
écrire un texte qui est différent, qui est singulier, et de pas y renoncer parce qu'on change de média. Ok, donc il vaut mieux pas trop plutôt se fondre dans le moule du média, mais il faut Je pense cultiver sa... Surtout sur des sujets lifestyle, parce que c'est sûr que si on traite de sujets d'actu comme la guerre en Ukraine, les attentats, les procès des attentats, je pense qu'il y a une forme de sobriété qui s'impose et qui fait qu'on s'adapte beaucoup à la fois à son sujet et à son lectorat. Quand on est sur des sujets qui ont quand même moins d'importance, je dis pas ça de manière péjorative, mais qui sont moins cruciaux et qui sont plus de l'ordre du plaisir, ce qui est quand même le cas de la mode ou de la gastronomie, je trouve que c'est d'autant plus important d'essayer de le rendre un peu vibrant, un peu personnel et de pas rester généraliste. Ouais. Et si on parle un peu de ton travail au quotidien, au sein de la rédaction, comment ça se passe ? Est-ce que c'est un travail plutôt très indépendant ? Est-ce que c'est plutôt un travail collectif ? Quelles sont tes interactions avec les autres journalistes ? Comment ça se passe pour qu'un sujet sorte ? Est-ce que tu y penses, tu le fais valider ? Comment ça marche ? On finit toujours par en discuter, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'indépendance au Monde en particulier. Plus encore que Libé, mais il y a peut-être aussi une question d'époque, c'est-à-dire qu'il est possible que aujourd'hui, avec en plus la pandémie, on est un peu plus chacun de son côté, il y a plus de télétravail, etc. Mais malgré tout, j'ai eu l'impression en arrivant au Monde qu'il y avait plus d'autonomie accordée aux journalistes, aussi peut-être parce qu'il y avait un truc de... C'est le grand quotidien, culturellement, on fait confiance aux gens à qui qu'on embauche et on va pas les surveiller. Maintenant, c'est vrai que pour tous les sujets, on en réfère toujours à quelqu'un, à le N+1, le chef de service, quel que soit son titre, pour discuter, parce que déjà dans un quotidien comme Le Monde, il n'y a pas plein de gens qui parlent de gastronomie ou de mode, mais c'est important de vérifier que, je sais pas, si jamais il y a un livre qui va parler de gastronomie, qui va pas être traité dans les pages livres, bien sûr. Ou dans le magazine M, qu'il y ait quand même une communication entre les services pour vérifier que les sujets sont pas en double, donc ça c'est fondamental. Et par ailleurs aussi, quand on est spécialiste d'un secteur, c'est pas idiot de valider un sujet auprès de quelqu'un qui n'est pas spécialiste, donc son chef de service en général, parce que il a aussi une capacité à dire, oui, en tant que lecteur non averti, moi ce sujet-là, peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut le tourner, ou même si avec le temps, en général, on sait un peu comment le tourner pour que ce soit comme il faut, mais c'est bien d'avoir des gens extérieurs aussi qui vous disent, qui vous donnent un avis sur ce qu'on propose. Et dans les sujets que tu traites, t'es plutôt sur les évolutions du secteur de la gastronomie, l'émergence des tendances. Comment est-ce que ça te vient, les thèmes que tu abordes ? Est-ce que tu vas énormément au restaurant pour observer ça ? Est-ce que tu rencontres énormément de gens ? Est-ce que tu préfères être un observateur avec plus de recul ? Comment ça se passe ? Plus le temps passe, plus je me rends compte que le réseau est fondamental en fait. Le réseau, dans le sens de connaître des gens, d'avoir suffisamment de confiance de part et d'autre pour qu'ils parlent librement, et c'est de là d'où naissent les idées. À Libé, c'est un truc que j'ai appris, c'est que les idées ne viennent jamais au bureau. Il faut toujours être dehors pour avoir une bonne idée de sujet, et il y a plus forte raison avec des gens. Bien sûr, aller au restaurant, c'est fondamental, parce que si on n'y va pas, on ne sait pas, et d'ailleurs, souvent, les attachés de presse nous proposent d'aller au restaurant, et moi, je suis toujours un peu embêtée sur l'ambivalence je leur dis, vous voulez m'inviter, c'est très sympa, mais moi, je sais pas si j'ai quelque chose à dire sur ce restaurant, si j'en parlerai après, donc je veux pas vous faire perdre votre temps. Et en même temps, tout le monde sait que si on va pas dans un restaurant, on n'aura jamais le début d'une idée, donc c'est important de le faire, je pense en gardant une certaine distance par rapport à... en n'acceptant pas tout non plus, parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas forcément moins de sens par rapport aux thématiques que je cherche, qui sont, comme tu disais, un peu décrypter l'époque, de la comprendre, d'analyser les phénomènes de société en gastronomie. Là, par exemple, j'ai lancé il n'y a pas très longtemps une chronique autour d'un chef qui raconte un plat qui lui ressemble, qui est emblématique de son travail, de sa cuisine, et pour commencer, j'ai fait ça avec des chefs plutôt très connus pour faire connaître cette chronique aussi. Et... Oui, pour l'installer un petit peu. Exactement, et à terme, j'espère pouvoir alterner avec des chefs moins connus aussi pour donner envie d'aller voir ces chefs qui sont moins connus. Et en parlant avec ces chefs-là, c'est marrant, je me suis rendu compte que j'allais les voir pour un sujet qui était « parlez-moi d'un plat qui vous ressemble », et en fait, presque à chaque fois, je suis ressortie avec une idée d'un autre sujet, et en plus, comme j'en vois plusieurs, parfois qui se valident. Par exemple, j'ai parlé avec Glenn Vielle et Pierre Gagnère, ils m'ont tous les deux parlé de la température à laquelle ils servent des plats, la question de... Et je me suis dit, ça c'est un bon papier en fait, on n'en a pas encore parlé, et donc je voudrais faire pour la rentrée, raconter
à quelle température un plat doit être servi. Le chaud, en fait, ça va pas. Le froid, pourquoi pas, mais le tiède, c'est bien, encore mieux. Et ça, c'est vraiment venu parce qu'on parlait de plein de choses et j'étais pas en train vraiment de penser à l'article en particulier, mais de la discussion naît des idées. Et donc oui, je pense que les idées viennent en parlant avec des gens au restaurant, des chefs ou d'autres observateurs, mais il faut sortir de chez soi pour commencer. T'as fait aussi des reportages un peu en immersion. Alors c'était peut-être moins facile pendant la pandémie, mais je me souviens notamment d'un sujet où tu suivais un inspecteur du guide Michelin, ce genre de choses. Est-ce que ça, c'est les formats que tu aimes bien faire? Est-ce que c'est très différent comme traitement d'une observation de l'évolution de la gastronomie? Ça, c'est un peu Enfin, quand ça se passe bien, c'est souvent le cas, c'est quand même le meilleur, quoi. Le moment où on est vraiment dans un sujet et qu'on a la chance en plus de voyager, de vraiment de sortir de ce qu'on connaît, c'est... Enfin, en l'occurrence, le sujet Michelin, j'ai trouvé que j'avais eu énormément de chance que ça marche. J'avais proposé... ça fait plusieurs années que je demandais au Michelin en disant ce serait super qu'on connaisse mieux le travail de vos inspecteurs, c'est dommage qu'il y ait tout... Enfin, je comprends le mystère, mais c'est dommage y a un côté opaque qui... Voilà, qu'on n'en sache pas plus sur comment ça marche. Et... de manière assez surprenante, au bout de quelques années, on m'a dit d'accord, c'est possible, tu peux le faire et tu peux aller accompagner un inspecteur en Californie qui va faire une tournée de 3 jours. Et ça a été formidable de voir comment il travaillait, d'être plongé, enfin lui-même était américain, donc d'être vraiment dans un environnement 100% américain, en plus d'être là-bas un peu incognito, enfin c'était... c'était assez vertigineux et c'était super. Après, on peut pas le faire tout le temps. Est-ce que je suppose que c'est plus difficile à monter comme... à organiser comme... C'est pas tant l'organisation, je pense, encore que du côté Michelin, je sais pas comment ça a été dealé en interne. Mais moi, la demande de ce sujet, je l'ai faite plusieurs années avant qu'elle ne se réalise. Et c'était la première fois qu'ils acceptaient, et à ma connaissance, ils l'ont pas refait depuis. Donc il y avait une part d'exceptionnel aussi, d'alignement des planètes. C'est aussi ça la beauté du travail, c'est que parfois on demande des choses, elles arrivent et c'est super. Tu fais pas de critique gastronomique? Non. Souvent, c'est considéré comme un peu comme une activité très prestigieuse dans le journalisme gastronomique. Il n'y a pas beaucoup de femmes finalement qui ont cette position-là. Toi, c'est quelque chose qui t'intéresse pas? Je pense qu'on peut pas faire à la fois du portrait, de l'enquête, être connu des chefs et être dans la position de critiquer leur cuisine. Je sais que l'anonymat est très dur à respecter, d'autant plus quand... Surtout aujourd'hui. Voilà, c'est ça, avec Instagram, c'est très compliqué de pas être connu, et je pense que la plupart des critiques, on connaît leur visage. Mais pour moi, vraiment, la ligne qu'on peut pas franchir, c'est en plus d'après d'écrire un portrait. J'ai pas écrit un portrait sur Pierre Gagnère et après faire une critique de son restaurant, ça marche pas. Quand je parlais tout à l'heure d'être invité dans des restaurants, j'y vais parce que je me dis, il y a peut-être un sujet à faire autour de cette tendance, de cette manière dont ils travaillent, et donc ça fait sens d'être là et de juger, mais la question de l'invitation ne marche plus, évidemment, si on est dans la critique du restaurant. Enfin, pour moi, c'est un métier qui nécessite d'être à part, enfin, un métier à part entière, et j'ai du mal à imaginer qu'on puisse le coupler avec tout ce qui peut être analyse, enquête, reportage, portrait. Et moi, depuis le début, c'est ce que je fais. Et donc je me verrais pas faire de critique, ou alors peut-être de manière très exceptionnelle pour dire un truc qu'on a vraiment aimé. Ça peut fonctionner, mais d'être dans une forme d'actualité en disant ça oui, ça non, ça moyen, toutes les semaines, c'est ça. Ça, je pense que c'est un métier à part entière et qu'il faut le laisser aux gens qui ne font que ça. Et pourquoi est-ce que selon toi il y a moins de femmes en fait qui font il y en a quelques-unes, hein, ouais, bien sûr. Pense à Estérelle, enfin voilà. Oui, ou à Marie-Aline chez nous. Ouais, exactement. Mais comment enfin, pourquoi est-ce que c'est un peu chasse gardée encore? Je suis pas sûre qu'il y ait une seule réponse. Si on imaginait des réponses en se posant des questions de vie que ça implique, je me dis que la critique restaurant, ça prend beaucoup de temps, le matin, le soir. Enfin, je crois que c'est Emmanuel Rubin qui est quand même au restaurant à peu près tous les soirs, donc j'imagine que c'est aussi une forme de vie qui demande de faire des sacrifices, si on fait que ça. J'imagine que historiquement les femmes on poussait pas les femmes à ça. Je sais pas pourquoi ça a pas changé récemment. Après j'ai tendance à penser que c'est pas le format le plus fun de ce métier. Donc quelque part quand bien même oui, c'est pas forcément toi on y accède. Moi je pense que je trouve ça moins excitant
passer mon temps à juger. Et en plus, je pense que d'un point de vue écriture, se renouveler, c'est très différent. En fait, pour moi, c'est presque pas un métier d'écriture, c'est plus un métier vraiment Enfin, oui, c'est comme être un guide, c'est commenter, de donner une appréciation sur une performance gastronomique et mettre des mots dessus, mais on n'est pas tellement dans la littérature, quoi. Donc, je saurais pas exactement dire pourquoi c'est resté si masculin, mais en tout cas, moi, ça m'a jamais tenté. Je me suis jamais dit que j'avais envie de me faire une place là-dedans. D'accord. C'était pas une montagne à gravir. Donc pas de regret. Non. Est-ce que quand tu prépares un sujet, est-ce que tu te poses la question de la place des femmes dans le sujet ? Oui. Je me la pose déjà en me disant que si par exemple j'ai envie de parler, je dis n'importe quoi, d'une tendance et que j'ai un homme ou une femme qui l'incarne, je préfère me tourner vers la femme parce que on parle pas assez des femmes en général dans la presse, dans la gastronomie en particulier, donc j'aurais tendance effectivement à plutôt me tourner vers la femme si à compétences égales on a deux personnes qui peuvent incarner un sujet. J'essaye de pas écrire un papier où il n'y a pas d'intervenant féminin. Je pense que ça a dû m'arriver d'avoir que des hommes, et c'est parce que j'ai pas trouvé, je cherche toujours. Et là, je me console en me disant au moins c'est écrit par une femme. C'est toujours pas forcément assez consolant, mais en tout cas, oui, j'y pense à chaque fois que j'écris quelque chose, parce que je trouve qu'effectivement, les femmes sont pas encore très mises en avant, ou pas assez nombreuses aussi, les deux. Et est-ce que c'est une préoccupation qui est partagée au sein de ta rédaction ou de manière générale, tu as l'impression, ou c'est très personnel comme vision des choses ? Je pense quand même que au monde on fait attention à faire les choses bien à ce niveau-là et de respecter quand même le fait qu'il n'y ait pas de papier 100% masculin. Ouais, c'est important. J'aimerais bien qu'on parle aussi alors c'est un sujet qui est pas facile, qui est le traitement des violences en cuisine, ou en tout cas de cet aspect-là du monde de la gastronomie. Pourquoi est-ce que selon toi, c'est aussi difficile de traiter ces sujets-là ? Alors, le Monde l'a fait, notamment dans un sujet assez approfondi au moment après le décès du chef Taku Sekin. Mais ça reste exceptionnel. Qu'est-ce qui explique ça, à ton avis ? Avant l'histoire du papier de Taku, on avait fait un papier sur les femmes justement et les violences en cuisine. Tout à fait, ouais. Et là, j'y avais participé et on avait vu la difficulté que c'était de recueillir les témoignages. Moi, il y avait eu 2 chefs qui voulaient parler au début, dont une qui avait livré un témoignage très complet. Et finalement, peu de temps avant la parution du sujet, elle a dit qu'elle voulait plus en parler dans la presse, qu'elle voulait peut-être mener une action juridique, mais en tout cas qu'elle voulait plus témoigner pour le papier. L'autre, elle m'a dit oui, mais elle m'a jamais répondu finalement au téléphone. On sent quand même que c'est dur pour elle de prendre la parole et de le prendre dans l'espace médiatique où je pense qu'effectivement il y a beaucoup de coups à prendre dans tous les sens. Et je pense qu'en plus l'histoire de Taku Sekin a montré une chose qui était qu'il valait, je sais pas s'il vaut mieux, mais que d'intenter une action juridique était probablement la manière quand même la plus juste encore de traiter ces questions-là, plutôt que de laisser... les réseaux sociaux sont emparés, ça c'est une évidence, mais même dans les médias c'est important qu'on en parle, mais c'est vrai que je pense qu'il faut absolument que derrière il y ait quand même il y ait cette structure juridique, qu'on ne parle pas seulement de gens qui portent des témoignages mais qui vont pas jusqu'au bout de la démarche et qui fait qu'on reste dans des accusations qui n'ont pas de valeur juridique et qui effectivement peuvent pas poser des problèmes pour les gens qui disent si vous vous accusez, allez jusqu'au bout, ne vous contentez pas de dire un tel m'a agressé. Une question un peu parallèle de ça, quand on travaille dans la gastronomie, on entend forcément parler de choses qui se passent en cuisine, de chefs qui ont des comportements un minima inappropriés, voilà. Mais parfois effectivement il n'y a pas de témoignage ferme et définitif, il n'y a pas d'action en justice. Comment toi tu traites ça quand tu as entendu, t'as forcément entendu parler de voilà. Est-ce que tu mets de côté le chef, t'évites de le faire témoigner dans tes sujets, comment tu fais ? Moi les chefs dont on me dit de manière répétée qu'il y a des problèmes de violence avec eux, que ce soit violence sexuelle ou violence tout court, j'évite de les faire parler quoi qu'il arrive, parce que je n'ai pas envie de leur donner
on n'a pas de preuves, donc j'ai rien à faire personnellement, enfin je peux pas m'engager, voilà, mais à choisir, je préfère ne pas parler avec eux et ne pas risquer de leur donner de l'exposition. Exactement. Après, sachant qu'en gastronomie, on n'est pas comme dans le cas dont on parle de la constitution d'un gouvernement, où on est obligé de traiter certaines personnes, c'est-à-dire que c'est assez facile en gastronomie de se dire aussi, bon, c'est pas grave, on parle jamais de tout le monde de toute façon. On peut aussi faire des choix en se disant, si on envie de parler plus de femmes, je parle plus de femmes. Voilà, soutenir un peu ses propres convictions sans forcément faire mal son travail. Ouais. Et ça, comment... quelle est ton analyse sur le fait que, malgré tout, il y a des chefs très connus qui ont un peu des casseroles quand même, pour... entre guillemets, mais qui, malgré tout, arrivent à avoir une super exposition médiatique. Est-ce que... Alors que je pense que peu de journalistes ignorent... Est-ce que tu penses que c'est... Je pense que c'est pas pareil. Il y a des questions d'âge, des questions de génération, du coup. Ouais, de génération, des questions de genre aussi. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé de parler avec des journalistes qui étaient des hommes, pas mal plus âgés que moi, et de me rendre compte que, sincèrement, ils avaient jamais entendu parler de casserole sur tel chef ou tel chef. Ah, c'est intéressant. Donc j'imagine que c'est pas pareil quand on est une femme et quand on est un homme face à ces chefs-là, que les conversations qui s'installent sont pas les mêmes, qu'on voit pas les mêmes choses. Ou qu'on leur rapporte, peut-être que toi on va te rapporter des choses qu'on ne rapporterait pas à un de tes collègues masculins plus âgés. Ouais, donc je crois sincèrement qu'il y a une partie des gens qui les connaissent pas ou qui ignorent, et puis je pense que le propre des gens qui ont des comportements déplacés, c'est qu'ils sont aussi capables d'être tout à fait présentables sous plein d'aspects, et qu'ils peuvent tout à fait montrer cette partie-là de leur personne aux gens. Donc c'est vrai que c'est délicat, parce que, encore une fois, sans structure judiciaire autour, on ne peut pas vraiment trancher, quoi. On est dans le sentiment, dans la sensation, et donc c'est vrai que le mieux me semble encore d'essayer d'éviter les problèmes en se concentrant sur les gens dont on apprécie le travail et dont on n'a jamais entendu parler en balle. C'est ça. J'aimerais bien qu'on parle aussi d'un projet sur lequel tu as travaillé, un livre en fait, que tu as sorti avec Cyril Lignac. Il y a maintenant 2 ans... Juste pour la pandémie. Ouais, c'est ça, juste avant, c'est ça. Je crois que c'était février 2020. C'était fin février 2020. Donc ça s'appelle Histoire de goût. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est né ce projet ? En fait, c'est une éditrice qui s'appelle Salomé Viau, qui à l'époque travaillait chez Fayard et puis ensuite chez Robert Laffont, où s'est fait le livre, qui m'avait contactée en me disant qu'elle appréciait mon travail au Monde, et m'avait proposé de faire un livre en me disant qu'elle cherchait de nouveaux auteurs et que c'était un peu sujet libre en gastronomie, en mode, sur un sujet qui me semblerait intéressant et dont on discuterait. Et j'avais réfléchi assez longuement, je crois que ça m'avait peut-être pris 1 an avant de me dire quel sujet pourrait mériter d'aller... de faire l'objet d'un livre, n'aurait pas encore été traité, pourrait intéresser un public assez large. Et Cyril Lignac s'est imposé à moi parce que je trouvais que justement son histoire était singulière dans l'histoire de la gastronomie française, qu'elle racontait un tournant aussi, puisque c'était ce chef qui était quand même passé par une école assez traditionnelle et qui d'un coup s'était retrouvé dans la télé et qui est maintenant totalement accepté, le fait d'avoir des chefs à la télé. Mais c'était le premier. Mais c'était lui qui a pris ce tournant, et c'est lui qui en a aussi essuyé les plâtres, et je trouve que le fait qu'il ait ces deux côtés, Cyril Lignac, qui soit à la fois un chef très populaire et qui soit sincère, je pense, dans son amour du grand public, dans le fait de faire des émissions qui touchent tous les Français, ça c'est vraiment lui, et en même temps c'est ce chef qui a des restaurants assez luxueux, ou qui est proche de stars, qui fait une cuisine qui est très fine, très raffinée. Enfin, je trouvais qu'il avait beaucoup de facettes qui étaient intéressantes et qui racontaient pour le coup très bien à la fois l'histoire de la gastronomie française et ce qu'elle était aujourd'hui dans toutes ces facettes et toutes ces... c'est pas forcément des contradictions, mais en tout cas sa diversité. Est-ce que tu le connaissais bien avant ? J'avais fait son portrait pour Libé, probablement vers 2014, quelque chose comme ça, et... Oui, donc pas mal de temps s'était passé quand même. Ouais, et on s'était bien entendu à ce moment-là. Lui, je ne savais pas à quoi m'attendre en le rencontrant, c'était la première fois, et je l'avais trouvé vraiment sympa. Il m'avait même dit, il m'avait raconté comment il avait acheté Libé, comment il s'était installé au café, il avait commandé un coca, il avait ouvert le papier qui était sur une double page, et qu'il avait pris le temps de se faire plaisir en lisant le papier sur lui, parce que je crois qu'il avait une certaine satisfaction ou fierté à figurer dans Libé, qui était un
un journal qui, alors que quand même plutôt à la pointe sur les tendances et le fait de défricher l'époque, s'était pas intéressé à lui jusqu'à présent. Et après ça, donc forcément, on a eu un bon contact, parce que moi, ça m'avait aussi fait plaisir de voir que lui avait été sensible au fait, au papier, quoi, voilà, que ça lui avait parlé. C'est toujours quand même un soulagement quand les gens vous disent après, je me suis reconnu dans ce portrait, et voilà, ça me raconte vraiment. Et donc, on était restés un peu en contact comme ça. Je crois qu'on avait déjeuné quelques fois ensemble, et puis finalement, quand j'avais eu cette idée, je lui ai proposé. Après, il a fallu convaincre son associé Laurence Cantil, qui est déjà passé dans Girls in Food aussi. Ouais, et qui est un peu son garde-fou aussi. Je pense que c'est beaucoup le tri dans toutes les propositions qu'il reçoit, qui sont très nombreuses, et qui, je pense, avait vraiment envie de vérifier le sérieux de mon projet avant de dire oui. Mais je les ai assez simplement convaincus avec les arguments que je t'ai exposés auparavant, en leur expliquant que c'est pas que j'avais rien à gagner, mais que c'était un projet qui était sincère. Je trouvais qu'il y avait une histoire intéressante à raconter, qu'elle n'avait pas encore été racontée, et que ça valait le coup de le faire. Et par ailleurs, c'était aussi assez simple à faire, puisqu'on s'est vu, je pense, une dizaine de fois avec Cyril, par tranche de 2 heures. J'avais bossé avant pour qu'il me raconte, pour lui dire, bah voilà, moi je veux toutes ces périodes-là de ton histoire que tu me racontes, etc. Après, il y avait un petit travail effectivement de contextualisation, mais comme la gastronomie c'est mon métier, et qu'en plus on parle d'une période qui est relativement récente, donc que j'ai un peu connu aussi, même si j'ai pas regardé Oui Chef à l'époque. C'était assez simple, et tout s'est passé merveilleusement bien jusqu'à la parution du livre, qui malheureusement pour lui est arrivé juste avant fin février, donc avant la fermeture des librairies, etc. Et donc on n'a pas pu faire la promotion qui pour moi aurait été chouette, aurait été un plaisir, et puis bon, on ne vend pas si bien un livre quand tout est fermé, donc tant pis pour moi. Bien sûr. Est-ce que tu penses que dans cet exercice, ça ne peut se faire qu'avec quelqu'un avec qui on s'entend bien, ou est-ce que ou quelqu'un qu'on connaît bien, enfin en tout cas qu'on connaît suffisamment? Non, je crois pas. Je pense qu'au contraire, il faut pas d'avoir trop de connivence non plus avec les gens. Cyril, moi je le connaissais un peu parce que j'avais fait son portrait, que je m'étais renseigné sur lui, je le voyais. Et puis il nous arrivait de déjeuner ensemble, mais peut-être 3 fois en 6 ans. C'est pas... Oui, c'était pas dans la journée de son anniversaire. L'amitié, j'ai de la sympathie pour lui, et je pense que si on n'a aucune sympathie pour le travail qu'on fait, c'est plus compliqué, surtout si on a un métier à côté, de se convaincre le soir de travailler sur un sujet qui nous déplaît. Je pense que ça peut être simple. Non, il faut de la distance quand même, parce que sans distance, il n'y a que de l'éloge, et c'est pas le but de l'opération. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de penser que on s'adresse à un grand public qui a à la fois envie de découvrir plus d'informations, en l'occurrence sur Cyril Lignac, mais qui a peut-être aussi envie de sortir de ce bouquin en disant « Ah oui, j'ai appris quelque chose », et pour apprendre quelque chose, il ne faut pas être que premier degré à adorer notre sujet, quoi. Est-ce que tu as l'impression que le fait d'être issu d'une double culture franco-allemande, c'est un plus pour toi pour avoir un regard différent sur la gastronomie? Ce qu'il y a, c'est que la gastronomie, pour moi, une des raisons pour lesquelles j'avais autant envie de faire la gastronomie, et je rajoute la mode dedans, c'est que pour moi, le meilleur était en France. C'est-à-dire que la France, même si en gastronomie, il y a énormément de concurrence et de pays qui font des choses fantastiques, il y a quand même cette idée que c'est un peu là que c'est né, que sa forme la plus aboutie est arrivée en France. C'est pas de l'opportunisme, mais je me suis toujours dit, on est au bon endroit pour traiter de ça, parce qu'on fera pas mieux que Paris, globalement. Bien sûr qu'on peut faire mieux, mais c'est vraiment l'endroit où il se passe quelque chose en gastronomie, et en mode aussi, évidemment. Donc en ce sens, je me sens très française. Mais pour le côté allemand, peut-être quand même que... Oui, ce que j'apprécie quand même chez les Allemands, même si c'est une forme de cliché de dire ça, c'est qu'il y a quand même une forme de retenue, de rigueur qui s'applique à beaucoup de choses. Et parfois, je le sens assez dans mon travail, que j'ai beaucoup de passion pour mon travail, mais aussi une forme de distance, de mesure qui... pour moi, correspond à ce que j'ai pu observer en Allemagne, dans la manière dont les gens travaillaient et embrassaient leur passion, effectivement. Quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs qui rêveraient d'une carrière dans l'écriture gastronomique, dans le journalisme gastronomique? Je pense que tout est
tout est un peu à inventer aujourd'hui dans le sens où la presse et les médias ne cessent d'évoluer. Donc l'avantage, c'est que je pense qu'on peut toujours inventer de nouveaux formats et que se démarquer est plus facile aussi qu'à une époque où on ne pouvait passer que par une parution dans un média institutionnel. Donc il y a quand même cette chance aussi de pouvoir plus facilement montrer son travail aujourd'hui via les réseaux sociaux. Ça, c'est bien. Et je reviendrai sur ce que j'ai dit plus tôt sur le côté être singulier. Je pense vraiment que c'est la seule chose qui compte aujourd'hui. Enfin, en tout cas, ce dont on a envie, c'est de lire, de voir des choses qui sont présentées autrement, d'avoir des gens qui ont pas un regard qui est celui que les générations précédentes ont pu avoir. Donc, je sais pas, mais je pense que si j'avais 18 ans et envie de parler de gastronomie, j'aurais tendance à dire regardez la gastronomie vraiment avec votre œil à vous et un peu de culture aussi, parce que c'est vrai que si on découvre le monde à chaque fois, il manque quelque chose, mais de vraiment profiter du fait qu'aujourd'hui on peut être très singulier et montrer son travail et se faire remarquer, et je pense que c'est ça que les médias cherchent aujourd'hui, des gens qui ont une vision différente. Okay. Et il y a un point dont on n'a pas parlé, si on remonte un peu en arrière, c'est, tu nous l'as dit, voilà, tu n'es pas forcément né dans une famille de gastronomes ou de passionnés de food. Ouais. Finalement, assez jeune, toi, ça t'a intéressé. Qu'est-ce qui s'est passé voilà. En fait, on a. Si mes parents écoutent ce podcast, ils m'en voudront peut-être, donc j'ai essayé d'affiner un peu. On mangeait pas très bien, mais il y avait quand même une culture aussi parfois de faire à manger, d'avoir des produits, d'aller au restaurant. Enfin, on n'était pas complètement coupé de ça. Je veux dire, on n'allait pas au McDo non plus, mais c'était pas l'idée. Moi, je me souviens de vacances à 16 ans, je suis partie chez 2 amis consécutivement l'été, et leurs parents faisaient vachement à manger. Et là, quand j'ai vu que leurs parents achetaient du poisson frais, qu'il y avait plein de légumes, que je découvrais des viandes que j'avais jamais mangées, parce qu'en fait, il y avait aussi un format de répétition chez moi où on mangeait toujours du steak haché, enfin, toujours la même chose. Je me rappelle avoir dit à mes parents, mais on déconne, qu'il y a tellement de choses. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on mange du Findus aussi souvent, alors que le champ des possibles est aussi large et aussi intéressant ? Donc, je me rappelle vraiment qu'à 16 ans, j'ai commencé à vouloir m'ouvrir à d'autres choses, et j'ai essayé Mes parents étaient bonnes pattes, hein. Mon père qui faisait les courses tous les jours, il fait toujours les courses tous les jours, on allait chez Monoprix et du coup on achetait du poisson surgelé, mais blanc, pas pané, ce qui était déjà une forme de progression. Et après, quand j'ai découvert les restos, je pense qu'à force d'avoir mangé quand même pendant de longues années des choses pas terribles, manger plein de gâteaux quand j'étais petite, enfin je mangeais très mal, en fait je mangeais un peu n'importe comment, d'avoir découvert une forme d'ordre, et puis toute l'attention qu'on veut porter à un plat, j'ai trouvé que c'était fantastique. Je me suis dit, ça c'est un truc que j'ai pas tellement vu avant, et ça existe, wow. et pourquoi je l'ai pas goûté avant. Donc une fois que j'ai vraiment vu ça, j'ai plus envie de faire retour en arrière, et pour moi le plaisir est là, quoi. Donc mais peut-être que si j'avais été plus au resto quand j'étais petite, j'aurais trouvé ça moins formidable et j'aurais pas eu le même engouement. Mais là, un peu comme la mode, quand j'ai vu un défilé de mode, et que je me suis dit, mais c'est quand même assez magique comme moment, c'est tellement intense. Le restaurant, le très bon restaurant, quand j'ai découvert, je me suis dit, mais. Enfin, bien sûr que c'est ça que je veux faire tout le temps. Je veux pas retourner au Findus, quoi. Quand tu fais un peu le bilan de ton parcours, comment tu perçois le fait d'être une femme en fait dans ce milieu-là, dans ce parcours-là ? Est-ce que ça a eu une incidence selon toi ? Est-ce que c'est neutre ? Je remarque, sans tirer de conclusion, que dans ma carrière professionnelle, c'était quand même souvent des femmes qui m'avaient tendu la main à un moment, enfin accepté ma demande de stage, embauché à Libération, embauché au Monde. Je constate que des femmes m'ont beaucoup aidé dans ma carrière. Je fais le même constat. Peut-être que c'est un hasard, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Dans la gastronomie, j'essaie de pas trop y penser, parce que je trouve quand même que le monde de la gastronomie, c'est aussi, en termes de journalisme, pas mal diversifié, et puis on voit que dans les magazines féminins, il y a quand même aussi pas mal de femmes. Enfin, il y a quand même une forme de diversité. Donc j'essaie juste de pas trop y penser, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que
j'essaye de... Enfin, je pense que c'est dans ma nature aussi, mais je veux jamais qu'il y ait de rapport de séduction quand je suis dans des interviews avec des hommes, par exemple. Je veille quand même à toujours rester dans un cadre qui est extrêmement professionnel. Quand je dis séduction, simplement, en fait, d'être vraiment sur un terrain très pro, quoi. Ouais, de boulot. Voilà, on s'égare pas trop ailleurs. Ouais, ok. Et il y a une association qui s'est montée dans le domaine des médias, justement, pour l'égalité et la représentation des femmes dans les médias, qui s'appelle Prenons la Une. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que ça dit de notre époque aussi? Je pense que toute action qui donne plus de visibilité aux femmes est positive aujourd'hui, et même si moi, dans les univers dans lesquels j'évolue, c'est très mixte. Il y a pas, j'ai pas l'impression d'être jamais minoritaire. Donc, mais je veux dire, on voit bien à l'échelle mondiale que les droits des femmes sont jamais totalement acquis, que tout est toujours très instable, et donc je pense que toute action qui vise à établir une forme de visibilité vis-à-vis des femmes et aussi d'assurance, de dire on est là et on va continuer d'être là, c'est très positif. Et en tant qu'observatrice du monde de la gastronomie, est-ce que tu as l'impression que la place des femmes change, évolue depuis, par exemple, que toi tu as commencé en tant que journaliste? Est-ce que tu as l'impression qu'on parle plus des femmes aujourd'hui, qu'elles ont plus de place dans les brigades, dans les labos, dans les cuisines? Je pense qu'on est à un moment encore un peu charnière où il y aura plus de femmes en cuisine bientôt, mais que pour l'instant elles sont encore en formation à l'école, à des postes secondaires, et elles émergent pas encore tellement sur le devant de la scène. On le voit, Top Chef est un très bon exemple de ça. Il y a à chaque fois sur 12 candidats, il y a 2 femmes, grand max. Dans les membres du jury, il y a une femme, et je me dis que s'ils se posent la question de qui pourrait être une autre Darroze, ils n'ont pas forcément la réponse aujourd'hui. Enfin, ou même moi, quand je cherche des gens pour discuter pour analyser le monde de la gastronomie, j'ai pas tellement d'interlocutrices féminines pour l'instant. Il y a des chefs, il y a etc., mais je parle de gens qui sont vraiment dans le milieu et qui auraient un rôle un peu de conseil, etc. Moi, je connais pas beaucoup de femmes et souvent je me tourne vers des hommes, et enfin, je regrette de ne pas avoir un carnet d'adresses plus étoffé niveau féminin. À ce niveau-là, il existe sans doute, mais je l'ai pas. On tombe moins facilement dessus que sur des hommes. Donc, en tout cas, j'ai assez confiance sur le fait que, comme les écoles de cuisine sont assez pleines de femmes, que d'ici une dizaine d'années, on arrive à un équilibre beaucoup plus satisfaisant. Est-ce qu'il y a des femmes qui t'inspirent, alors du monde de la gastronomie ou pas, enfin d'autres, ça peut être de ta sphère personnelle, comme professionnelle? Donc, je me suis jamais posé la question. J'aurais dû préparer celle-ci, mais non. Après, il y a des gens qui ont, enfin, je sais pas si c'est le mot inspiré, mais quand je vois par exemple Marie-Pierre Lanon qui a fondé le magazine M et qui le gère et qui fait quand même un excellent travail toutes les semaines, alors que c'est une montagne de produire autant de bons papiers et de veiller à ce qu'ils arrivent toutes les semaines, je trouve que c'est assez impressionnant. Je sais pas si c'est quelque chose que je souhaite pour moi, mais voilà, des gens qui ont arrivé à créer des choses aussi impressionnantes, je trouve que c'est très fort. Et dans un genre très différent, en regardant Top Chef, j'ai trouvé que Louise Bourra, la candidate qui a gagné, je l'ai trouvée très convaincante aussi dans la manière dont elle envisageait la cuisine, dans son attitude, et aussi parce que je parlais avec Hélène Darroze récemment pour ma chronique, et Hélène disait, moi, elle m'a fait changer la manière dont je vois la cuisine. Et je me suis dit qu'une jeune fille d'une vingtaine d'années fasse changer le regard d'une femme chef aussi aguerrie que Hélène Darroze, c'était quand même pas rien. Elvire, on va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food, question pour mieux te connaître. Quel est ton dernier coup de cœur food? Donc ça peut être un resto, ça peut être un plat, ça peut être un livre, un vin, ce que tu veux. Je crois que c'était Parcelles dans le Marais, où j'ai déjeuné. J'y suis allée sans trop savoir, sans trop d'attente, et j'ai trouvé que c'était proprement délicieux. Est-ce qu'il y a un plat qui résume ton enfance? J'en ai déjà parlé, mais le soufflé aux nouilles, il est assez symbolique.
Est-ce qu'il y a un plat que tu as goûté que tu n'as jamais oublié? J'essaie de réfléchir à quelque chose qui serait assez ancien pour que ça ait du sens. C'est pas forcément un plat, c'était une expérience globale. J'étais allée au Cellar de Can Roca à Gérone en Espagne et l'expérience au global était fantastique, était très, très puissante. Bon, il se trouve que j'y suis allée en plus, je crois en novembre 2015, donc juste après les attentats, donc probablement que j'avais une charge émotionnelle assez élevée aussi, j'y étais seule, mais je me rappelle il y avait un dessert, c'est moins les goûts que c'était une sphère un peu transparente à casser, et à l'intérieur il y avait plein de choses différentes, un peu comme je crois, forme de meringue, des fleurs, mais ça venait au terme d'un repas qui avait été proprement fantastique et où il y avait plein d'espiègleries, de jeux, d'émotions, et ça couronnait un peu un moment assez exceptionnel. Ouais. Là, tu parles d'un sujet que je trouve assez amusant, et c'est parfois, en tant que journaliste gastronomique, on va au restaurant, dans un grand restaurant, mais tout seul, ce qui peut être un peu bizarre. Toi, comment tu le vis? Moi, j'aime bien. Ouais. Je trouve que c'est assez agréable. Peut-être passer les premières fois où on se sent un peu démuni, on se demande ce qu'il faut faire. Je trouve ça très sympa, et en plus c'est vraiment le moment où on se concentre du coup sur à la fois ce qu'on mange, beaucoup plus que quand on est à deux, où malgré tout le fait de discuter ça détourne l'attention, et l'entourage aussi, on écoute un peu aux portes, forcément on entend ce que disent les tables d'à côté en général, mais moi je trouve que c'est un moment à soi qui est super. Bon, je reprends le fil du questionnaire. Est-ce qu'il y a un aliment que tu détestes? Probablement en réaction au fait que j'ai mangé beaucoup la même chose quand j'étais petite. Je suis très ouverte sur tout, et au restaurant j'adore que les chefs fassent exactement ce qu'ils veulent, j'ai pas aucune restriction. Cependant dans la vie l'ail cru, je trouve que c'est pas super. Est-ce qu'il y a un produit que tu as toujours au frigo ou dans ta cuisine? Probablement de la moutarde pour faire des vinaigrettes, parce que je mange beaucoup de salade dans la vie, j'aime bien ça. Est-ce que tu as une recette fétiche chez toi que tu fais très souvent? J'essaye de ne pas penser au fait que je fasse souvent plutôt pour les enfants, et donc je pense à l'efficacité. Non, mais je parlais tout à l'heure de faire de la salade avec de la vinaigrette, et en général de faire tomber ce qui s'y prête dedans, des tomates l'été, des haricots quand il y en a, ce genre de choses, du quinoa si vraiment il n'y a pas grand chose. Et quand tu prépares ta salade comme ça, est-ce qu'il y a une bande-son qui passe? Est-ce que tu écoutes de la musique? Est-ce que tu écoutes la radio? Est-ce que tu travailles en silence? Non, j'écoute beaucoup de la musique. Alors malheureusement, je crois qu'en vieillissant, on est moins ouvert d'esprit. ça me chagrine. Mais non, j'écoute beaucoup de musique. Ce sur quoi j'avais écrit quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire la pop et du rock indépendant. Et par exemple, récemment, le dernier album de Belle et Sébastien ou de Wet Legs m'ont beaucoup accompagné dans mon travail. Quel serait le resto de ta vie s'il n'en restait qu'un? Donc ton restaurant préféré de tous les temps? Probablement le Cellar de Can Roca. Et est-ce qu'il y a un resto que tu rêves de découvrir? Oui, j'espère ne pas tromper dans son nom, parce que ça fait longtemps que j'ai pas recherché, mais c'est Iso Franca, en Slovénie. J'espère encore une fois que je dis pas d'enneries. Si c'est le cas, tu me diras et on corrigera. Mais dans la vallée de Soka, ça avait l'air magnifique, et le fait qu'elle travaille le terroir slovène, qui n'a pas l'air de passionner les habitants locaux, mais qui elle lui tient énormément à cœur, je crois que ça avait l'air formidable. Dernière question de cette interview. À quelle femme est-ce que tu passes le relais au micro de Girls in Food? Qui tu aimerais entendre? Disons peut-être Anne-Catherine Grimal, qui elle part à la retraite là, a travaillé chez LVMH pendant de nombreuses années, et qui ces dernières années a été à la tête de la communication de tout ce qui est Moet Hennessy. Et une femme dans ce milieu, très masculin, c'est pas commun, et je pense qu'elle a eu une carrière très, très dense, et que ces dernières années ont été particulièrement enrichissantes côté travailler avec tous ces directeurs de grandes maisons de vin et de champagne, c'est intéressant. Merci beaucoup pour cette recommandation. Merci Adil. À très bientôt. À bientôt.
Si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. À bientôt pour une nouvelle interview de Femmes Inspirantes.